ces points de transition vont prendre place à des intensités sous-maximales. C'est-à-dire que même si ton sportif est peut-être pas en super forme ce jour-là, ou que, comme tu l'as dit, il n'est pas entraîné sur le vélo, donc il ne pourra peut-être pas se pousser aussi loin que si on l'avait entraîné auparavant, bah, même si on rate un ou deux paliers sur la fin du test, ou s'il ne va pas aussi loin qu'il aurait pu par rapport à son potentiel, on va quand même pouvoir mesurer ces points de transition au niveau sous-maximal, et c'est ces informations-là qui vont nous permettre d'orienter le travail. Salut Sean, Et Baptiste, comment tu vas? ça va et toi? Merci d'accepter cet appel. C'est un plaisir d'être là avec Donc, toi. ouais, je voulais t'avoir donc pour avant ta venue à Reims le 11 mai, donc pour ta seule venue exclusive en France autour de ta spécialité, le profilage. Mhm. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter un peu comment tu es devenu passionné par cette thématique-là? Avec grand plaisir. Bah déjà, c'est un plaisir de pouvoir venir chez vous pour donner la formation. Au mois de mai, comme tu l'as dit, c'est le seul séminaire que je donne en France et c'est de tête, c'est le premier séminaire que je donne aussi sur le profilage, en tout cas en France. J'en ai fait un petit ici, en petit comité en Suisse, mais donc je me réjouis de pouvoir étendre ça à un plus grand nombre. Donc pour ma part, bah, je m'appelle Sean, je suis basé en Suisse. J'ai passé 7 ans au Canada. C'est là-bas où j'ai rencontré ma femme. En gros, je faisais du rugby. À l'époque, je jouais ici en Suisse. Je m'étais exporté en Australie juste pour voir du pays. À mon retour d'Australie, j'avais toujours pas envie d'être en Suisse et j'étais parti au Canada. Et j'avais rencontré ma femme là-bas lors d'une une soirée bien arrosée au club de rugby. Des fois, le hasard fait bien les choses. Et il s'en avère que je suis resté là-bas et c'est là-bas où j'ai commencé à me former. Déjà, d'abord en coaching au départ. J'étais coach sportif pendant plusieurs années. J'ai fait du coaching de groupe également. Et j'ai fait un petit peu de préparation physique avec le club de rugby là-bas, avec d'autres sportifs. Mais c'est vraiment à mon retour en Suisse, il y a maintenant 5 ans, que là où j'ai repris la préparation physique encore une fois et je suis allé plus loin dans ce développement-là. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo, c'était une formation en ligne que je suivais d'un gars qui s'appelle Evan Pycon, qui parlait de la physiologie de l'exercice. Et je pensais avoir bien compris les filières énergétiques, leur fonctionnement, etc. Et il amenait une nouvelle perspective sur ces filières, sur la manière de voir la physiologie. Et je me rappelle vraiment de ce moment, ça m'avait retourné le cerveau. Et à tel point que j'avais dû re-regarder la formation 3 fois, je crois, pour vraiment essayer de l'assimiler et de la comprendre. Et en gros, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et je me suis fait avoir et je me suis fait tirer dedans. Et depuis ce moment-là, j'adore ça. J'ai découvert une passion que je ne connaissais pas du tout avant. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est la fascination du corps humain et de son fonctionnement. Et plus précisément, l'application de ces idées-là dans le contexte du sport. Donc c'est comme ça que j'en suis venu à la physiologie, au profilage. Et de fil en aiguille, ben, j'ai acquis du matériel. J'avais d'abord des Moxy, donc c'est des capteurs qui mesurent l'oxymétrie musculaire de manière non invasive. Après, je me suis procuré un VO2 Master pour tout ce qui est échange gazeux, consommation d'oxygène, ventilation. Plus tard, j'ai utilisé le lactate également. Et maintenant, j'adore tout ce monde de la technologie, de la physiologie. Hier, je testais un nouvel appareil. C'est un t-shirt que tu portes et qui mesure ta fréquence respiratoire et l'amplitude de ta respiration également. Donc voilà, je me forme constamment et j'essaye d'approfondir ce petit bout ce domaine, ce bout de terrain qui est à mon avis super intéressant, toujours en essayant de rester à l'intersection de la théorie et de la pratique. Parce que ce qui se passe dans les labos, c'est super intéressant et on apprend beaucoup en lisant des études et en voyant ce qui se fait au niveau de la recherche. Mais à mon avis, ce qui est le plus important, c'est l'application pratique et concrète avec les moyens du terrain, avec les moyens du bord de ces idées pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Parce que si tu as besoin de 50 000 francs de matériel pour pouvoir appliquer une idée parce que tu l'as lu dans un papier, mais il faut le faire comme ci, comme ça, ça marche pas, ça marche simplement pas. Donc j'essaie de toujours rester à cette intersection entre la recherche, la théorie, les avancées de ce côté-là, mais surtout leur application concrète sur le terrain. Ok. Et donc, du coup, de manière concrète, comment tu réalises un profilage du coup physiologique?
Ouais, donc ça, c'est quelque chose que, ouais, pareil, c'était un peu la concrétisation en fait de ces recherches dans la physiologie de l'exercice et essayer de quantifier en fait ce qui se passe à différents niveaux d'intensité. L'idée étant que on va, grâce à un profilage, on va pouvoir déjà déterminer le profil individuel de l'athlète ou du sportif. Hein. Ce n'est pas nécessairement réservé à des personnes qui opèrent un très haut niveau en sport. C'est accessible à tout le monde aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de définir le profil individuel pour optimiser les entraînements, orienter les entraînements, la prise de décision sur quel type d'entraînement on va faire, pourquoi et quand, et quantifier les progrès dans le temps de manière tangible avec des marqueurs qu'on va pouvoir comparer d'un test à l'autre. Comment je le mets en place concrètement? Au niveau du protocole, ça c'est toujours un grand débat dans les sciences du sport. D'après ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, il n'y a pas de bon et de mauvais protocole. Il y a simplement différents protocoles selon les objectifs que tu as et le matériel que tu as et les données que tu souhaites collecter et les contraintes que tu souhaites imposer ou pas sur la personne qui passe le test. Donc personnellement, j'utilise un protocole qui est par palier de 4 minutes avec 1 minute de repos, qui est dérivé de ce que j'avais appris au départ avec le Moxy, qui eux faisaient un 5-1-5, donc 5 minutes de travail, 1 minute de repos, 5 minutes de travail à la même intensité, et ensuite ils montaient d'un palier. Et au fil du temps et du matériel que j'ai acquis, j'ai modifié un petit peu ce protocole. L'idée étant de pouvoir voilà, mesurer différents paramètres physiologiques à différents niveaux d'intensité. Et pour faire simple, on part au premier palier à environ une intensité de 1/10, si on pense au ressenti, au RPE, et on va monter sur une dizaine de paliers environ jusqu'à l'échec. Et c'est un test qu'on fait souvent à vélo ou en course à pied, qui peut être fait sur d'autres ergomètres également. L'idée, c'est d'avoir une modalité cyclique continue. Et comme j'ai dit, on va mesurer donc la fréquence cardiaque, on va mesurer la perception de l'effort de la personne qui passe le test, on va mesurer le lactate, la consommation d'oxygène, la ventilation, l'oxymétrie musculaire. Et au final, ce qu'on cherche à départager, pour parler très simplement, c'est la basse, la moyenne et la haute intensité. À savoir que à la transition entre ce qu'on appelle des domaines d'intensité, il y a ce qu'on appelle des seuils. Les seuils, on peut les mesurer de plein de manières différentes. Un seuil, c'est simplement la manifestation d'un changement d'état. Et on peut le mesurer au niveau du lactate, on peut le mesurer au niveau de la ventilation. On a les seuils ventilatoires, les seuils au lactate, et il y en a d'autres encore. Et l'idée, c'est d'essayer de trianguler avec toutes ces mesures pour avoir la meilleure interprétation possible, l'interprétation la plus cohérente, et donner aux sportifs les informations dont ils ont besoin pour ensuite optimiser leurs entraînements, savoir quel type d'entraînement ils doivent faire pour progresser selon leur profil, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, et encore une fois, quantifier cet état et ces changements au fur et à mesure du temps. D'accord, super. Donc du coup, une fois que la personne a réalisé le profilage, il a son rapport. Et derrière, en fonction de ses objectifs ou de ce qu'il souhaite à l'instant présent, tu vas orienter le travail. Exactement. Donc, ça se passe il y a plusieurs éléments qui vont, on va dire, nous permettre de prendre la meilleure décision à la suite d'un profilage. Il y a bien entendu les informations qu'on a collectées pendant le test, mais une chose que j'utilise énormément et qu'on oublie, à mon avis, beaucoup dans ces situations-là, c'est de simplement prendre le passif du sportif. Donc, de comprendre quelles activités ils ont fait ces 3 à 4 dernières années et aussi pourquoi ils sont faits dans le sens où il y a des profils plutôt puissants, il y a des profils plutôt endurants, et c'est un spectre, bien sûr. Mais chez l'humain, ce qui est intéressant, c'est que c'est un spectre qui est extrêmement large. On peut aller d'une personne qui a 20% de fibres lentes et 80% de fibres rapides jusqu'à l'opposé, qui a 80% de fibres. Qu'est-ce que j'ai dit au départ? L'inverse, en gros. Donc, on a un spectre qui est énorme, et ce qui fait qu'on n'est pas tous faits pareil au niveau génétique, tout simplement, et on n'est pas tous prédisposés au même type d'effort. Et donc déjà, ça, c'est une part d'information qui, à mon avis, doit compter dans l'élaboration du rapport et l'orientation des activités qui vont suivre. C'est savoir à qui on a affaire. Et très, très souvent, ce dont les gens ont besoin, c'est ce pourquoi ils sont le moins faits et c'est aussi ce qu'ils font le moins souvent. Parce que si moi je suis quelqu'un de plutôt puissant, eh ben, je vais privilégier ce genre d'effort parce que je me sens bien et je performe bien dans ce genre d'effort. Et très très souvent, bah, si je suis un profil puissant, je vais plutôt avoir tendance à ignorer ce qui est de l'endurance, ce qui est plutôt des efforts extensifs. Et donc simplement d'orienter la personne sur l'opposé de ce pourquoi ils sont faits, c'est déjà une bonne première étape pour beaucoup. Après, bien sûr, on peut trianguler, être un petit peu plus précis avec les données qu'on a collectées pendant le test.
Mais déjà, avoir ce profil, savoir ce que la personne a travaillé en termes d'intensité de manière principale pendant les derniers mois, ça peut déjà nous orienter et nous aider à équilibrer le profil du sportif, en sachant que voilà, souvent on va travailler à l'opposé de soi, ce pourquoi ils sont faits, mais souvent aussi ce qu'ils ont déjà l'habitude de faire pour essayer d'avoir un sportif qui est plus complet et sur une certaine période de temps, 3 mois, 6 mois, 12 mois ou plus, essayer de les orienter vers un développement de leur qualité physique, physiologique, pour les aider dans leur discipline sportive. D'accord. Est-ce qu'en fonction de la discipline sportive, tu restes sur un profilage plutôt orienté vélo? Est-ce que tu as eu des correspondances avec ce qu'on peut faire en course à pied? Alors, on peut faire l'un ou l'autre. On ne va pas pouvoir transférer les mesures directement d'une modalité à l'autre, à savoir qu'il y a plein de facteurs qui vont influencer la fréquence cardiaque, la lactatémie, etc. Si on pense notamment à ces deux modalités, sur l'un, on est assis sur un vélo, l'autre, on est porté, hein. On doit se tenir, on doit rebondir en plus de ça du sol sur chaque pas. Donc, c'est une dynamique au niveau des contractions musculaires qui n'est pas la même. On a aussi la sollicitation au niveau du cœur qui va être différente du fait simplement d'être assis ou debout. Hein, on peut penser à la différence de fréquence cardiaque qu'on a quand on passe de l'état couché à l'état debout. On a une variation qui est significative. Et ben, cette même variance va se manifester entre ces deux modalités. On a également la masse musculaire impliquée dans l'effort qui n'est pas la même. Et toutes ces différences font qu'on ne peut pas transférer un résultat d'une modalité à l'autre. Et quand tu demandais, selon la discipline sportive, est-ce qu'on va plutôt tester l'un ou l'autre, ce genre de profilage, moi, je le vois comme un test général pour la plupart des sportifs. C'est-à-dire que clairement, pour quelqu'un qui est cycliste, eh ben, un test sur vélo, ça va être spécifique à sa discipline. Par contre, si je teste un rugbyman, par exemple, eh ben, personnellement, moi, je préférerais le tester sur le vélo que le tester en course à pied. Sauf si ce rugbyman en particulier a vraiment besoin d'améliorer sa course à pied et qu'il a beaucoup de peine avec ce facteur-là. On sait que c'est indispensable pour être bon sur le terrain. Donc, on va peut-être l'orienter de la sorte. Mais pour quelqu'un qui veut compléter sa préparation physique générale, très très souvent, on oublie que les modalités générales, qui ne sont pas spécifiques à notre sport, sont très très bénéfiques et vont avoir un transfert extrêmement intéressant. Et ce qu'on peut dire notamment du vélo, je suis assez fan du vélo de manière générale pour tous les sportifs. Une des raisons étant qu'on ne va pas rajouter de charge structurelle. Hein, si on pense à des combattants, par exemple, ou comme je l'ai dit juste là, des rugbyman, on a quand même une contrainte au niveau tissulaire, articulaire, ligamentaire qui est considérable dans ces disciplines. Et venir rajouter encore de la charge sur les articulations, alors c'est pas que c'est mauvais, il faut pas avoir peur, il faut s'entraîner, mais à un moment donné, si tu t'entraînes déjà beaucoup, eh ben peut-être que rajouter encore plus de ça, c'est pas le stimulus dont tu as besoin. Peut-être que tu as juste besoin de pouvoir travailler ton endurance, pouvoir améliorer ta récupération, améliorer ta résistance à la fatigue. Et ces choses-là, on peut très très bien les travailler sur le vélo notamment. Donc voilà, il y a plusieurs points de considération pour choisir si on va plutôt faire un test en course à pied, en vélo ou même sur une autre modalité. Mais je vois ces tests pour beaucoup de sportifs. Outre, encore une fois, les coureurs à pied que je vais tester en course à pied, les cyclistes que je vais tester en vélo. Mais je vois vraiment ça comme un test d'endurance générale et qui va pouvoir ensuite s'appliquer dans la préparation physique générale du sportif, peu importe sa discipline sportive. D'accord. Et si, par exemple, les qualités fortes, qualités faibles que tu observes sur le vélo, si ce même test, tu le refais en course à pied, tu décèleras les mêmes. Si on admet que le sportif a le même niveau de développement dans les deux disciplines, je dirais qu'on va souvent retrouver ces mêmes forces et faiblesses parce que ce à quoi on est confronté dans cette situation-là, c'est en gros le profil, la typologie musculaire de l'athlète, le profil athlétique. Est-ce que tu es plutôt puissant, est-ce que tu es plutôt endurant? Par contre, bien sûr, si la personne est très entraînée dans une des deux modalités et beaucoup moins dans l'autre, ben là, on verra une divergence entre les deux due au fait que dans une modalité, il y a un niveau d'entraînement qui est élevé et dans l'autre pas. Donc, je dirais que dans la modalité qui n'est pas entraînée, eh ben, on verra plutôt le profil inné du sportif ressortir, comme je l'ai dit là, puissant, endurant, avec leurs forces, leurs faiblesses respectives. Alors que dans la discipline qui a été entraînée, là, on verra plutôt qu'est-ce qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'est-ce qu'ils ont moins travaillé. Hein, est-ce que quelqu'un a jamais fait de course à pied? Par contre, ils ont fait beaucoup de vélo, mais ils ont fait que la haute intensité tout le temps. Ben, on va certainement voir un déficit à basse intensité même si c'est un profil endurant à la base, du fait que le travail a été orienté d'une telle manière.
Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours bien comprendre et prendre en considération le profil de l'athlète, le profil du sportif et son passé aussi sportif, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait dans son passé, parce que ça peut grandement influencer les résultats du test et ensuite l'orientation qu'on va faire au niveau des résultats. D'accord. Parce que par exemple, si je prends le cas d'un footballeur qu'on a profilé sur le terrain, et par contre, ce n'est pas un joueur qui a l'habitude de faire du vélo à haute intensité ou avec à certaines résistances, du coup, il y a un risque que le profilage soit biaisé. Ou on va quand même avoir des informations et on va quand même retrouver probablement un profilage intéressant qui nous permettra de déterminer point fort, point faible et qui correspondra peut-être à nos observations qu'on a en course à pied. Ouais, alors pour revenir sur ce que tu as dit, je n'utiliserai pas le mot biaisé, Ouais. même si ben, le résultat est biaisé du fait du profil du sportif, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce pourquoi il est fait, ce pourquoi il n'est pas fait. Euh, mais le profilage te dit ce qui est. Hein, il te donne simplement l'état des choses. Et après, nous, avec toutes ces informations, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Donc, clairement, Mhm. quelqu'un qui a pas du tout l'habitude de se pousser sur un vélo, eh ben, il fera peut-être un palier de moins que si on lui donnait 2 mois d'entraînement sur le vélo, juste pour qu'il s'habitue un petit peu à ses sensations, qu'il sache se gérer. Mais ce qui est intéressant aussi avec le profilage, c'est que les paramètres qu'on va rechercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les seuils, hein, les points de transition, et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces concepts, on peut penser euh, aux 3 états, aux 4 états de la matière. On va mettre le quatrième de côté pour faire plus simple. On peut penser à l'eau, par exemple, qu'on retrouve dans l'état solide, liquide et gazeux. Et on a ces points de transition à 0 degré Celsius et 100 degrés Celsius entre la phase solide et la phase liquide, et ensuite la phase liquide et la phase gazeuse. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à trouver dans le corps. C'est le changement d'état interne entre la basse intensité, où on a un équilibre, si on veut, au niveau musculaire, c'est-à-dire que le muscle qui génère l'effort est capable de se maintenir en équilibre, l'homéostasie interne, donc le fait de maintenir tous les paramètres physiologiques, métaboliques en état stable. La basse intensité, on a un état stable au niveau musculaire. La moyenne intensité, on a un état stable au niveau systémique, au niveau de l'organisme complet. Et la haute intensité, on a une perte de cet équilibre interne. C'est pour ça qu'il y a une énorme différence en fait entre la moyenne et la haute intensité. La fatigue s'accumule 4 à 6 fois plus vite à haute intensité à moyenne intensité. Alors que ben, ça peut être une variation d'une vingtaine de watts entre les deux, d'un ou deux kilomètres heure en course à pied, mais on a un effet sur le corps qui est considérablement différent. Et donc, ce qu'on va trouver, c'est ces points de transition, ces seuils. Et ce qui est intéressant avec ces seuils, et c'est une des raisons pour lesquelles le profilage est intéressant à ce niveau-là, c'est que ça va invariablement s'effectuer, ou ces points de transition vont prendre place à des intensités sous-maximales. C'est-à-dire que même si ton sportif est peut-être pas en super forme ce jour-là, ou que, comme tu l'as dit, il n'est pas entraîné sur le vélo, donc il ne pourra peut-être pas se pousser aussi loin que si on l'avait entraîné auparavant, bah, même si on rate un ou deux paliers sur la fin du test, ou s'il ne va pas aussi loin qu'il aurait pu par rapport à son potentiel, on va quand même pouvoir mesurer ses points de transition au niveau sous-maximal. Et c'est ces informations-là qui vont nous permettre d'orienter le travail. Contrairement à un travail de force, où on va souvent se baser sur un 1RM, par exemple, et ensuite prendre des pourcentages de ce travail pour échelonner le travail, eh ben, il n'y a pas vraiment de relation directe entre l'intensité maximale que tu atteins sur ton test et ensuite ce qu'on appelle ces points d'ancrage sous-maximaux, seuil 1, seuil 2. Ils ne sont pas nécessairement directement liés à ta puissance maximale. Alors bien sûr, si quelqu'un finit le test à 400 watts versus quelqu'un qui le finit à 200 watts, on aura clairement une différence importante entre ces paramètres sous-maximaux également. Mais on peut avoir deux personnes qui finissent le test à 300 watts et qui ont des différences considérables de l'ordre de peut-être 30-40 watts, de 10% sur leur point de transition 1 et leur point de transition 2. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à mettre en lumière parce que c'est ça qui nous oriente ensuite sur le travail. Donc les valeurs maximales, moi, elles m'importent assez peu en fait. Ça nous donne une idée de l'état de préparation du sportif, de son niveau global par rapport à la masse de données que j'ai pu collecter jusqu'à maintenant. Je crois que j'ai plus de 150 tests sur le vélo. Je dois avoir une centaine de tests sur la course à pied. Donc j'ai des référentiels intéressants pour différents sportifs et différentes disciplines. Euh, donc ça nous donne une petite idée. Mais au final, ouais, c'est vraiment pas les valeurs maximales qui nous intéressent, c'est ces valeurs sous-maximales. Et donc, même si, comme tu le disais, le test est un petit peu biaisé du fait du manque d'entraînement ou de pratique, on a quand même des informations très intéressantes qui vont nous permettre d'orienter ce travail. Et je dirais même jusqu'à dire que se tester
sur des modalités où tu n'es pas bien entraîné, c'est là où tu as le plus gros potentiel de développement. Hein. Le meilleur entraînement, c'est celui que tu n'as jamais fait. Le meilleur stimulus, c'est celui que tu n'as jamais eu. Donc, pour les sportifs qui veulent élargir cette base de préparation physique générale, et je mets beaucoup ce terme en avant parce qu'à mon avis, on est très très coincé dans la spécificité de nos jours. On aime faire exactement le sport, on aime aller à la salle et essayer de répliquer le sport, de faire des exercices qui vont ressembler au sport parce qu'il faut que ce soit spécifique, il faut que ça ressemble, il faut que ça se transfère. On a oublié que tout le développement général a un transfert invariablement vers le spécifique. D'autant plus si tu l'as pas beaucoup travaillé. Donc, si tu peux tester un sportif sur une modalité où ils sont peu entraînés, mais qu'ils ont l'opportunité de le développer plus tard, c'est très, très intéressant, à mon avis. D'accord. Ok, très intéressant. Du coup, d'un point de vue pratique, généralement, combien de temps prend le profilage? Le profilage, on va le faire en moins d'une heure, le test en lui-même. Après, ça peut prendre un petit peu plus de temps selon le matériel qu'on va utiliser. Quand je viens à Reims, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller au plus simple. On va utiliser les outils que tout le monde a, donc un cardiofréquencemètre, la perception de l'effort et le wattage qu'on va pouvoir étalonner sur le vélo. Donc, dès le moment où on peut bien calibrer le test, avec un petit questionnaire en sachant le niveau du sportif à qui on a affaire, pour les sportifs un peu plus entraînés, on peut même faire des tests préalables qui vont nous orienter sur comment échelonner le test individuellement pour ce sportif-là. Euh, donc, il y a ces considérations supplémentaires, mais voilà, le test est fait en moins d'une heure. En général, comme je t'ai dit, il y a une dizaine de paliers en moyenne. Des fois, il y en a 9, des fois, il y en a 11. Ça arrive d'en faire plus ou moins. Mais l'idée est d'avoir le bon compromis, si tu veux bien, entre combien de temps ça va nous prendre, combien de points de données on va avoir. Parce que, par exemple, on pourrait justifier un test qui dure 2 heures, mais ça ne fonctionnerait qu'avec des sportifs, des cyclistes bien entraînés, par exemple, parce que sinon, la majorité des gens, ils n'ont jamais même passé une heure sur un vélo, donc tu vas pas aller les tester à haute intensité après 1 heure et demie d'effort. En plus de ça, après 1 heure, on a des considérations d'apport glucidique externe qui viennent rentrer en ligne de compte, ce qui va influencer les données. Donc, si tu veux, le protocole que j'utilise, c'est encore une fois le meilleur compromis entre tous ces paramètres. On ne veut pas faire trop court pour pas surévaluer les mesures. On ne veut pas faire trop long parce que ça va désavantager ceux qui sont moins entraînés sur la modalité. Donc voilà, on part en général sur entre 45 et 50 minutes, c'est la moyenne des tests que je fais. Et on essaye d'aller du très facile au très difficile en passant par tous les échelons intermédiaires. Et voilà, donc je dirais 1 heure grand max si tu as juste un cardiofréquencemètre, le vélo et le sportif. Après, quand moi je fais un profilage, avec tout mon matériel. On fait un test de spirométrie avant, on va calibrer le matériel, on va mettre en place les capteurs. Donc ça peut prendre en général 1 heure et demie au total. Mais voilà, pour la plupart des gens et pour ceux qui vont venir faire la formation et appliquer ensuite ce profilage dans leur contexte respectif, ça peut être avec des sportifs en CrossFit, ça peut être avec des sports d'équipe, avec des rugbyman, avec des footballeurs, ça peut être avec des combattants, ça peut être avec même des coureurs qui veulent complémenter leur course à pied en vélo. Hein. Ça se fait et c'est très intéressant et intelligent de le faire à mon avis. Et ben, l'idée, c'est de pouvoir appliquer ce test de manière très très simple, de manière très très concrète, et tout de suite de pouvoir en sortir les informations qui vont nous permettre de déterminer le profil du sportif et d'orienter le travail par la suite. Écoute, super. Merci, Jeanne. Ça a l'air vraiment intéressant. Donc, ravi de t'accueillir le 11 mai parmi nous à Reims. Bah écoute, c'est comme je t'ai dit, un grand plaisir de venir chez vous. Et je sais que je viens le jour avant, on va pouvoir discuter un petit peu Ouais. et tu as quelques trucs à me montrer. Donc je me réjouis de voir tout ça. Et je me réjouis de faire ce séminaire en petit comité. Hein. Il y a juste un peu plus d'une dizaine de places. Et d'après ce que tu m'as dit avant, on a déjà la moitié qui sont réservées. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, on vous mettra le lien sous la vidéo ici et vous pourrez aller vous réserver votre place. Mais ouais, j'ai l'habitude d'avoir une vingtaine, une trentaine de personnes lors de mes séminaires. Donc, avoir un petit groupe, ça va vraiment être chouette. On va pouvoir beaucoup échanger. Je tends vers l'idée d'être le plus concret et le plus logistiquement cohérent possible lors de mes séminaires. Parce que moi, j'aime bien la théorie, moi, j'aime bien l'abstrait, j'aime bien les chiffres, j'aime bien comprendre le pourquoi, le mécanistique. Mais je sais que les gens, ils veulent du concret, ils veulent du terrain. Donc, on va aller droit au but. On va passer le minimum de temps possible sur l'abstrait, la théorie. On va simplement faire en sorte que tout le monde ait une base commune. Et ça, ce sera fait même avant le séminaire où je partagerai des informations pour les participants qui pourront mettre leurs connaissances à jour pour que le matin, quand on commence, on a tous voilà, les mêmes mots en tête, le même langage
et on a un tronc commun duquel on peut partir. Et ensuite, on va aller tout de suite sur l'appliqué. On va parler de différentes démographiques, les débutants, les sportifs un petit peu plus confirmés. Comment est-ce qu'on teste une démographique, comment est-ce qu'on teste l'autre, comment est-ce qu'on échelonne le test pour ces deux démographiques, et vraiment essayer de faire en sorte que tout le monde reparte avec des clés concrètes et le lendemain, pouvoir le mettre en place d'abord sur soi. C'est intéressant de tester et de faire les choses soi-même d'abord, de le mettre en place, de le tester et ensuite d'aller l'appliquer dans son champ de compétences pour essayer d'améliorer tout ça. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Baptiste, et on se voit le 11 mai prochain, du coup. C'est ça. À très vite.